Donc bonjour à toutes et à tous. Je crois que vous imaginez sans doute combien ce moment est pour moi un moment d'émotion. J'ai eu l'occasion de le dire lors d'un comité central. J'ai longuement hésité et réfléchi avant de me présenter à la présidence de la Ligue. Car je suis suffisamment ancienne dans la maison pour savoir ce que ça représente en termes de temps, de travail, de disponibilité et de responsabilité. On n'accepte pas de devenir président ou présidente de la Ligue à la légère. Je ferai de mon mieux pour y parvenir, en toute modestie, avec mon parcours, ma personnalité, mais aussi avec une grande détermination. Je suis sûre qu'aucun de mes prédécesseurs ici présents ne me contredira. Et la crainte de ne pas être à la hauteur est, je crois, constitutive d'une fonction qui fut jusqu'à présent très masculine. Sur ce plan, la Ligue a beaucoup fauté, mais il lui sera beaucoup pardonné. Fonction d'autant plus intimidante que la Ligue, vous le savez, est une grande et belle maison. Une maison exigeante, et sans doute est-ce d'ailleurs pour cela que vous acceptez de lui consacrer beaucoup de votre temps et de votre énergie. L'histoire de la Ligue, jalonnée de combats pour l'universel, nous le rappelle. Pourtant, s'il est utile de se souvenir des débats et des dilemmes du passé pour éclairer certains choix présents, nous savons bien que la Ligue ne tire pas seulement sa légitimité de son passé, mais de la pratique de ses militants, de son ancrage dans les luttes actuelles et dans les territoires, de sa capacité à répondre aux problèmes et aux enjeux d'aujourd'hui. En se penchant sur son histoire, il est utile aussi de se souvenir de la diversité de la Ligue et des multiples composantes qui l'ont toujours guidée. Depuis le juriste et ministre centriste Ludovic Trarieux, qui fut son premier président, en passant par le socialiste jaurétien venu du protestantisme, Frédéric de Pressensé, par la féministe Séverine, par le radical socialiste Ferdinand Buisson, par le gaulliste de gauche René Cassin, par le socialiste en rupture totale avec la politique algérienne de son parti Daniel Meyer, tous ont trouvé leur place dans ses rangs. Cette diversité, cette fonction d'espace de rassemblement et de débat de tous ceux qui étaient attachés à la défense des droits de l'homme, quelle que soit leur différence d'approche, est constitutive de la Ligue. Aujourd'hui encore, c'est sa force, c'est sa spécificité, il faut la préserver jalousement. Moment d'émotion aussi, parce que si je m'adresse à vous en ce moment, c'est parce que l'un d'entre nous passe la main. À titre personnel, je voudrais dire à Pierre combien j'ai eu plaisir à travailler avec lui. Même si quelquefois son humour, certes parfois un peu sarcastique, a pu, comme beaucoup d'entre vous, me dérouter. Mais je le lui dis sans jamais me blesser. Derrière cet humour, qui est un peu la marque de fabrique, il y a, croyez-moi, une vraie capacité d'écoute et d'analyse politique, autant de qualités dont la Ligue ne saurait en aucun cas se priver, et j'espère qu'il m'entend bien. Pierre a surtout voulu que la Ligue continue à être ce contre-pouvoir vigilant qu'elle a toujours été. Entre l'intervention israélienne à Gaza, le déchaînement des forces hostiles au mariage pour tous, l'affaire Dieudonné, les terribles attentats de janvier, les tentations liberticides de ce gouvernement, la période n'a pas été un long fleuve tranquille, et le rapport moral nous l'a rappelé. Nous devons tous remercier Pierre d'avoir su tenir le cap, nous féliciter des orientations qu'il a su donner à la Ligue au cours de ces 4 dernières années. Il a en permanence veillé à ce que la Ligue continue à jouer son rôle d'acteur politique indépendant. Il a cherché à rassembler autour de la Ligue et les appels que nous avons pu lancer, par exemple, avec le MRAP, SOS Racisme et l'AMICRA, en restent la meilleure illustration. Pour toutes ces raisons, je
je vous propose que le Congrès, par acclamation, dote la Ligue d'un nouveau président d'honneur. Vraiment, merci Pierre. Comme j'entends bien travailler dans la continuité, je vais me permettre de lui offrir un petit cadeau, une affiche. Après, il y a ton poids, Henriette Dumont. Bien, reprenons. Ces 2 ans vont amener la Ligue à livrer des combats extrêmement difficiles. Nous nous sommes beaucoup dit pendant ces 2 jours, et nous n'en finirions pas de montrer à quel point la France traverse une période compliquée, malsaine, avec une forte montée de l'extrême droite et un fort discrédit du politique dans son ensemble. Les rapprochements que l'on peut faire avec les années 30 sont certes à nuancer, mais il faut les entendre, parce que nous sommes bien dans une confusion idéologique, parfois proche de ces années-là. Lors du congrès de 2011, nous évoquions la montée du Front National. 4 ans plus tard, il nous faut évoquer un Front National bien installé, un Front National dont le discours et les élus font aujourd'hui partie du paysage électoral. Un Front National qui pourtant n'est pas un parti comme les autres, dans la mesure où c'est le seul parti s'exprimant dans le champ démocratique qui revendique ouvertement la perspective d'un apartheid institutionnel avec la préférence nationale et l'abrogation du droit du sol. Force est de constater aussi que le discours du Front National ne cesse de faire tache d'huile au sein même d'une droite qui, après s'être prétendue décomplexée, se prétend maintenant républicaine. Il paraît que le parti de Nicolas Sarkozy va s'appeler ainsi. Très bien. Mais sans doute est-ce par respect des valeurs républicaines que le maire de Nice, Christian Estrosi, a osé qualifier Zied et Bouna, les adolescents morts à Clichy, de délinquants en excès de vitesse, alors même que ces 2 jeunes, vous le savez, étaient à pied. Certes, il y a une spécificité PACA dans la surenchère frontiste, mais de telles déclarations dans la bouche de celui qui, en 2013, fut vice-président de l'UMP, n'augurent vraiment rien de bon. Et on a vraiment envie de renvoyer Christian Estrosi à une activité qu'il n'aurait jamais dû quitter, les grands prix moto, en espérant que la pétarade des bolides puisse couvrir le caractère scandaleux de ses sorties. Le discrédit du politique, nous l'avons maintes fois analysé en dénonçant le risque qu'il fait courir à la démocratie. Tout comme nous avons dénoncé l'instrumentalisation de la laïcité dans une démarche qui vise essentiellement à stigmatiser l'islam. Mais, à n'en pas douter, cette question de la laïcité va être au cœur des débats qui vont marquer les mois à venir. Nous devons nous armer pour les affronter, parce que sur cette question-là aussi, il va nous falloir rassembler, trouver des partenaires, et à n'en pas douter, la bataille va être rude. Pour terminer, parce que je ne souhaite pas être trop longue, je voudrais insister sur 2 points. Premier point, oui, depuis sa création, la Ligue se bat pour l'universalité et l'indivisibilité des droits. Son histoire, je l'ai évoquée, en témoigne. Pourtant, il est un combat qu'il nous faut aussi avoir permanence en tête. C'est celui de l'effectivité des droits. Nous en sommes encore loin, et nous savons que des catégories entières de la population sont privées de leurs droits les plus fondamentaux. Second point,
Depuis les événements tragiques de janvier, de nombreuses voix, de gauche comme de droite, en appellent aux valeurs républicaines. J'ai envie de dire ad nauseam, mais vous allez croire, ce faisant, que je dénonce la disparition du latin au collège, ce qui n'est pas le cas. Avec injonction à toutes et à tous d'aimer ces valeurs républicaines, de les défendre. Beaucoup de ces voix qui en appellent de manière récurrente à la devise républicaine oublient que les termes fondateurs de la République sont triples: liberté, égalité, fraternité. Et qu'il ne suffit pas de déclarer, comme l'a fait récemment le Premier ministre, que la République aime de la même façon tous ses enfants, pour que cela soit vrai, et surtout pour que cela soit cru. Je doute, par exemple, que les habitants de Clichy-sous-Bois, à l'annonce du verdict innocentant les 2 policiers, aient été convaincus qu'ils sont considérés à l'égal des autres et que l'idée d'un 2 poids, 2 mesures ne les ait pas traversés. Sur fond de crise sociale permanente, la cohésion de notre pays a éclaté. Racisme, antisémitisme, islamophobie, stigmatisation d'une partie de la population, retour à la vieille rengaine du bouc émissaire, dont on ne retient que les origines, relégation dans les gâteaux territoriaux et scolaires, repli identitaire, ignorance de notre histoire, qu'elle concerne l'esclavage, la collaboration ou le colonialisme. Le constat est terrible pour une république qui prétend traiter à égalité tous ses enfants. Le constat que je viens de dresser figurait en partie dans le texte que nous avons signé avec la LICRA, SOS et l'UNRWA pour appeler la manifestation du 11 janvier. Ce texte s'appelait, souvenez-vous, pour une république effective. C'est vraiment sur ces mots que je voudrais terminer mon propos ce matin, convaincu que sans cette effectivité de la totalité de la devise républicaine, tous les appels à un vivre ensemble apaisé, respectueux des uns et des autres, resteront perçus comme une formule incantatoire, vide de toute application concrète dans le quotidien de tous ceux qui connaissent stigmatisation et relégation. Rendre effective la totalité de la devise de la République ne se fera pas sans volonté politique. En même temps, les associations comme la nôtre ont leur rôle à jouer. Et c'est à quoi l'ALDH doit continuer de travailler, parce qu'elle l'a toujours fait, parce que c'est en quelque sorte sa raison d'être. Puisqu'il a été beaucoup question de feuilles de route pendant ces derniers jours, il me semble que le combat pour l'effectivité des droits, de tous les droits, qu'ils soient civiques, politiques, économiques, sociaux ou culturels, mais aussi pour l'effectivité de la totalité des valeurs inscrites dans la devise républicaine, doit être plus que jamais notre boussole. Je vous propose que dès maintenant, nous y travaillons tous ensemble. Merci.